Et ceux de ma mère s'appelaient Israël, un crime en soi, bien entendu. Mais ni mon père, ni ma mère ne croyaient en aucun Dieu. Ils ont néanmoins été arrêtés et déportés en juin 1944 comme juifs. Ma mère a été assassinée à Auschwitz le 4 juillet 1944. Et je dois vous dire qu'elle me manque encore, et que je sais que si j'ai pu apporter un peu à mon pays, c'est à elle que je le dois. Maintenant, je tiens à vous raconter comment ma famille a été persécutée sous l'occupation, et comment 4 d'entre nous ont été déportés, 3 assassinés en moins de 7 mois, et comment j'ai survécu. Je suis un cas très particulier parmi les survivants. J'ai été déporté comme juif, mais j'étais dans la résistance communiste en France. Et j'ai été sauvé par la résistance antifasciste au camp d'extermination d'Auschwitz. Je ne serai pas très long sur cette période de ma vie, car pas mal d'entre vous ont lu mon livre. J'ai écrit un livre sur cette période de ma vie. J'en ai quelques exemplaires qui seront à votre disposition. Mais aussi, je ne serai pas très long là-dessus, parce que vous avez certainement vu et entendu beaucoup de choses sur Auschwitz depuis janvier 2005, le 60e anniversaire de la découverte des camps d'extermination par l'armée rouge. C'est comme ça que quelques-uns d'entre vous ont cru que l'affichette qui a été placée sur toutes les portes ou beaucoup de portes de l'Observatoire de Paris montrait la voie ferrée d'Auschwitz. Cette affichette nous montre que la voie ferrée de Nancy. On n'avait pas envisagé de mettre la voie ferrée d'Auschwitz sur les murs. Bon, par contre, je sais bien que vous avez vu tout ça à la télévision, mais je sais aussi que la télévision ne vous a pas montré grand-chose sur ce qui a amené un grand peuple cultivé comme le peuple allemand à commettre ou au moins à accepter un tel crime. Vous voyez tout de suite que ni Madeleine ni moi ne sommes historiens, ce n'est pas notre métier, mais nous avons lu des dizaines de livres sur les mécanismes de la Shoah. Et nous pensons que vous méritez mieux que d'être ému par le sang d'une famille. Vous devez savoir comment ça a pu arriver. Parce que si on ne comprend pas comment c'est arrivé, ça peut recommencer n'importe quand, n'importe où. Quand un État veut persécuter une communauté, ou se débarrasser d'elle, il lui faut pouvoir d'abord définir cette communauté. Pour ce faire, les nazis français et allemands ont utilisé une méthode absolument monstrueuse. Ils ont décidé que l'on est de race juive, donc d'un type héréditaire, qui se transmet par l'hérédité de père en fils et de fils en petit-fils, quand on a simplement des parents ou des grands-parents de religion israélite. Alors vous savez qu'une religion, c'est un choix intellectuel, on peut la prendre et la laisser. Par contre, si la race existait, on ne peut pas s'en débarrasser. Eh bien, c'était le cas de mon pauvre père. Il avait des parents qui étaient de religion juive, et par conséquent, à force d'avoir sorti des tas de décrets vichysois et des ordonnances allemandes, il a dû aller inscrire toute la famille au commissariat de police. Là, les flics français ont rempli 5 fiches de carton, 2 pour les parents, 3 pour les fils. Ensuite, ils ont tamponné les 5 cartes d'identité d'un grand tampon juif de 2 cm de hauteur. Ensuite, il a fallu porter sur son vêtement une étoile de tissu jaune de 10 cm de diamètre marquée juif. Or, à cette époque, la presse et la radio vichysoise et la radio allemande dénonçaient les juifs jour et nuit en les accusant de tous les crimes possibles et imaginables. Il est donc très désagréable et souvent dangereux d'être marqué de cette façon. Ensuite, on a interdit tous les métiers aux juifs. Les 3/4 des médecins et des sages-femmes juifs n'ont pas pu exercer leur métier. On n'a pas voulu non plus continuer à avoir des enseignements juifs, des enseignants juifs. On a fermé toutes les boutiques et tous les petits ateliers d'artisans. On a interdit tous les métiers en contact avec le public. Ni acteurs, ni vendeurs. Des dizaines de milliers de familles n'avaient plus de ressources. Celles qui pouvaient sont parties dans le sud de la France, région qui n'a été occupée par les Allemands qu'après novembre 1942. Les autres, ils ont survécu avec des petits boulots illégaux. Il y a aujourd'hui en France des millions de gens. Aujourd'hui, en France, des millions de gens, beaucoup d'immigrés, qui exercent des métiers qu'ils n'ont pas le droit d'exercer et qui, bien entendu, sont sous-payés. C'est ça que j'appelle, moi, les petits boulots. Mon père a permis à sa famille de manger pendant l'occupation en faisant un petit boulot. Il vendait des meubles pour un patron avenue du Maine dans le 14e arrondissement. Il était alors illégal de 2 façons. Premièrement, il ne portait pas son étoile jaune. Et deuxièmement, il était vendeur, un métier interdit aux juifs. Ensuite,
les Vichysois et les Allemands ont passé une série d'interdictions. Interdit de déménager, interdit d'aller au cinéma et au théâtre, d'utiliser les cabines téléphoniques, d'utiliser les jardins publics pour les gosses, ou d'utiliser les hôpitaux publics. Ensuite, on a confisqué les bicyclettes et les radios. Ensuite, on a imposé un couvre-feu, interdit de sortir de chez soi entre 21h et 6h du matin, à chaque fois qu'on puisse vous arrêter à coup sûr. Bon, il n'y avait que très peu de nourriture à acheter sous l'occupation allemande. Et on en achetait contre des tickets de rationnement qui étaient distribués tous les mois. Alors les fascistes français et allemands ont été jusqu'à interdire aux mères de familles juives de faire la queue le matin devant les boutiques où se vendaient quelques fruits et légumes non rationnés. Elles ne pouvaient le faire que l'après-midi, quand la boutique avait été vidée par les clients du matin. Et pour nourrir ces hommes, comme elle disait, ma mère a souvent fait la queue le matin, à des heures interdites aux juifs et sans porter son étoile. Elle n'a jamais été dénoncée. C'est l'honneur de notre pays. Bon, alors la situation des habitants, de tous les habitants de notre pays, et bien entendu celle des juifs en particulier, s'aggravait de semaine en semaine. Ça allait de pire en pire. Et dans ces conditions, il y a deux attitudes possibles. La première, ça consiste à attendre tranquillement que ça se passe. La deuxième, c'est décider de se battre contre l'oppression. Bon, mon tempérament porte à me battre. Et vers la fin 41, Jean m'a proposé d'entrer en résistance avec le Parti communiste clandestin. Je dois vous dire tout de suite que si j'avais été contacté par une autre résistance, j'aurais dit oui, comme je l'ai dit à Jean. Mais c'est Jean qui m'a contacté. Alors, dans le PC français interdit, bien entendu, j'ai surtout fait de la propagande contre les fétanistes et l'occupant. Il s'agissait de gonfler le moral des Français pour les forcer, les pousser à se battre contre le fascisme et contre le nazisme. Et pour faire ce genre de choses, on ne m'a jamais demandé de prendre les armes. Mais j'en ai transporté, ce qui était presque cirque aussi dans le bois. En fait, ce que j'ai fait, c'est surtout de la propagande contre les fétanistes et l'occupant. Ça veut dire rédiger, reproduire des tracts et des journaux dénonçant l'oppression fasciste. Ensuite de ça, il faut les distribuer. Et évidemment, c'est strictement interdit, comme bien vous pouvez l'imaginer. Bon, eh bien, j'ai aussi recruté des quantités de jeunes de mon âge dans les organisations de jeunesse qui étaient tolérées par FETA, chez les Allemands. Aujourd'hui, quand j'y repense quelquefois, pas très souvent d'ailleurs, parce que je vis plutôt dans l'avenir, aujourd'hui je réalise que je risquais ma vie à chaque instant de ce type. Parce que quiconque était militant communiste à cette époque, et pire encore étiqueté comme juif, risquait l'arrestation, la torture et la mort. Mes parents ignoraient toute cette activité. J'avais une confiance totale en eux. Et le problème, c'est que quand on a une activité clandestine, il faut que le plus petit nombre de personnes possible le sachent. Si quelqu'un qui le sait est arrêté et torturé comme on sait le faire, on doit supposer qu'il finira par dire ce qu'il sait. Et chacun d'entre nous, dans l'organisation du parti, ne connaissait que 3 autres membres de l'organisation. Bon, nous avons passé la guerre, l'occupation de cette façon-là, et mes parents, mon frère et moi, nous avons été arrêtés chez nous la nuit en juin 1944, après le débarquement à Lyon. Le petit dernier, Michel, il est quelque part dans la salle d'ailleurs, je crois, Michel était en vacances à Normandie. La rumeur courait, quand il y avait ce type d'arrestation, eh bien on risquait tout au plus d'être envoyé en famille dans un camp de travail à l'est de l'Europe. Et en conséquence de quoi, on a mis dans nos bagages tous les vêtements chauds qu'on avait pour se protéger de l'hiver de l'est de l'Europe. En bas, il y avait un bus des transports publics, où il y avait déjà plusieurs familles. Ils nous attendaient en bas des meubles et nous amenaient en Drancy. Dans cette ville au nord-est de Paris, les Allemands avaient réquisitionné un bâtiment qu'ils utilisaient comme camp de transit. Ils y entassaient des quantités de familles qui étaient juives ou étiquetées comme juives. Elles avaient été arrêtées dans toute la France. Et quand il y en avait assez pour remplir un convoi de wagons, ces gens-là étaient déportés. Le camp était gardé par des gendarmes français qui voyaient des quantités de familles entrer dans ce bâtiment, mais aucune n'en sortir jamais à pied. Et ils acceptaient quand même de faire ce travail. Le bâtiment n'était pas fini. Il y avait des trous dans les murs comme fenêtres et comme portes. Pas de douche, un fossé dans la cour comme WC. En résumé, une porcherie innommable. Beaucoup d'internés, avec une rare, c'est d'être envoyés ailleurs, comme ils disaient. Ils pensaient que cet ailleurs ne pouvait pas être pire que là où ils étaient. Eh bien, nous sommes restés là jusqu'au 30 juin.
Et les 30 jeunes, nous avons été embarqués à la gare de Bobigny, où nous attendait un train de wagons à bestiaux. Sur le quai de la gare, il y avait des policiers français, une vingtaine, qui obéissaient aux ordres de quelques Allemands. Leur travail était très simple. Il s'agissait de charger de force les familles dans les wagons jusqu'à ce qu'on ne puisse plus y ajouter une seule personne de plus. Alors ils fermaient les portes, puis les Allemands venaient et ils verrouillaient les portes. Bon ben, nous nous sommes retrouvés là-dedans en famille, plus de 100 personnes, dans un wagon qui nominalement aurait dû transporter soit 40 hommes, soit 8 chevaux. Il y avait la place ni pour s'asseoir, ni se coucher. Les fenêtres étaient bouchées par des planches qui ne laissaient libre qu'une fente de 2 ou 3 cm de large. Il y avait un seau d'eau à un bout du wagon et un seau vide à l'autre bout. Il était destiné à servir de cuvette de WC. Bien entendu, cette cuvette a débordé rapidement puisqu'on était 100 dans le wagon. Les déportés ont commencé à se soulager sous eux-mêmes. On était en plein été, la chaleur et les odeurs étaient insupportables. Ce voyage, si on peut appeler ça un voyage, a duré 5 jours, pratiquement sans dormir. On nous a donné de l'eau dans 2 gares allemandes, mais rien à manger. Les bébés mouraient de soif et les vieux mouraient d'épuisement. Ils tombaient dans le caca et ils mouraient en quelques heures. Le train est finalement arrivé au bout du voyage et là, on a ouvert les portes. Des SS sont arrivés qui veulent hurler « Descendez des wagons en laissant derrière vous les bagages et les morts ». Ces ordures savaient que le voyage avait tué beaucoup de voyageurs. Arrivés sur le quai, et bien qu'abrutis par les conditions du voyage, nous avons regardé autour de nous. Et nous avons vu de hautes barrières de barbelés électrifiés montées sur des poteaux en béton, derrière lesquels il y avait des bonshommes en uniforme rayé, en espèce de pyjama. Ils étaient d'une maigreur telle qu'on s'est demandé si nous étions bien dans un de ces camps de travail que la rumeur décrivait en France. Ils étaient dans un état tellement squelettique qu'on se demandait comment ils pouvaient seulement travailler. Les Allemands ont eu d'autres ordres, nous mettre en colonne par 5, les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Nous avons attendu debout pendant des heures en plein soleil. Nous nous étions placés, bien entendu, dans la file des hommes la plus proche des files de femmes pour voir ma mère et lui faire des signes. Eh bien, nous ne l'avons jamais revue. Elle s'était privée pendant toute l'occupation pour mieux nourrir ses hommes, comme elle disait. Elle était terriblement maigre. Elle a été jugée par le médecin SS comme incapable de travailler pour les Allemands. Elle a été gazée le jour même, à 47. Un SS est arrivé qui s'est planté devant la première file d'hommes. Il a regardé quelques secondes le premier de la file. Il lui a fait signe avec une baguette, va te faire foutre à droite ou va te faire foutre à gauche. Il ne disait rien, le geste suffisait. Nous ne comprenions rien à ce processus. Rien. On ne comprenait pas pourquoi les uns étaient envoyés à droite, les autres étaient envoyés à gauche. Et beaucoup plus tard, nous avons appris qu'il s'agissait de la sélection. Ceux qu'on envoyait à droite étaient condamnés aux travaux forcés et survivraient probablement quelques mois. Les autres étaient condamnés à la mort immédiate. Mon père, mon frère, Claude et moi, nous avons été envoyés du même côté et poussés dans une baraque en bois. Là, on nous a ordonné de nous déshabiller complètement et de donner toutes nos valeurs. J'avais qu'une petite montre au bracelet, je l'ai jetée par terre le plus brutalement possible. Dans cette baraque, il y avait des déportés en uniforme rayé, et leur travail était de nous raser les cheveux et tout le poil du corps. Et certains d'entre eux parlaient français. Alors nous leur avons évidemment demandé où étaient les autres, ceux que les SS avaient envoyés de l'autre côté. Ils nous ont dit, les autres sont déjà passés par la cheminée. Nous n'avons pas pu croire un seul instant que les Allemands massacraient les déportés si massivement et si vite pour ensuite brûler leurs corps. Nous ne réalisions pas que nous étions arrivés dans un camp d'extermination, le camp d'Auschwitz-Birkenau. La nuit est tombée, on nous a acheté des vêtements disparates, on nous a laissés sur la route, encadrés par des SS avec des chiens. Nous avons marché 6 km, nous sommes arrivés dans un autre camp, entourés de barbelés électrifiés. On nous a achetés sous une tente dont le sol était caillouté. Nous étions épuisés, affamés, assoiffés, paniqués, et nous en avons quand même dormi.